Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure. Nous accueillons ce soir un homme qui depuis 30 ans imite à la perfection tous ceux qui prennent la lumière. Chanteur, comédien, animateur télé, personne n'échappe à son œil et à sa voix. Didier Gustin est de retour sur scène au théâtre pour une pièce intitulée Sans rancune et sur TF1 dans la série à succès Camping Paradis. Bonsoir Didier Gustin. Bonsoir. Je m'installe, vous me permettez. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Vous êtes chez vous. C'est gentil, merci. Mais vous aussi, vous êtes chez vous parce que vous êtes déjà venu chez nous il y a une grosse dizaine d'années. Donc on est très heureux de vous retrouver. Alors, je me posais la question, comme tous les gens de scène, vous avez dû subir ce confinement, vous avez dû interrompre vos spectacles, mais vous étiez en tournée avec un spectacle qui résume, je ne sais pas si le terme est exact. Résume, c'est bien. 30 ans de carrière et qui s'intitule « Il était une voix ». 30 ans de carrière, ça fait combien de voix à peu près? Je ne sais pas, 200 je pense. 200 à peu près? 200 voix, oui. Donc j'imagine qu'en 1h30 de scène, vous ne pouvez pas... Non. Voilà. Mathématiquement, on ne peut pas toutes les faire, mais c'est vrai parce qu'il y a des voix qu'on ne fait plus parce que les gens, par exemple Guy Lux, Léon Zitrone, sont des vieilles des voix, ou Georges Marchais, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Georges Marchais, c'est presque dommage. Georges Marchais, souvenez-vous. Ça fait, voilà. Et c'est vrai donc au final, dans un spectacle comme ça, on en fait à peu près une soixantaine. Une soixantaine. Et vous les avez choisis, il y en a qui sont incontournables. Ouais. Comme... Ouais. Depardieu, c'est incontournable. Johnny, c'est incontournable. Les deux grosses stars françaises sont incontournables. Puis après, on prend les grandes vedettes comme Julien Clerc, Aznavour, Eddie Mitchell, et puis ou même il y a encore ou alors Phil Collins, Joe Cooker. C'est quasiment que des chanteurs que vous énumérez là. Vous avez quand même un faible pour eux et vous aimez chanter en fait. Vous êtes très bien accompagné sur scène avec des musiciens. Ouais. Vous aimez ça? J'adore ça depuis toujours en fait. J'ai commencé à imiter en chantant du Michel Sardou dans ma chambre d'adolescent. Donc j'ai toujours chanté. Et puis après, j'ai fait des spectacles qui étaient parlés et chantés. Et plus ça vient, plus c'est des spectacles chantés. Et entre deux chansons, on rigole. Je raconte un truc marrant, ou un Lucchini qui dit une blague, ou Las Palais qui dit quelque chose, ou Bigard, ou Danny Boone. Et ce qui fait que c'est un peu, pour reprendre le sigle, c'est du rire et des chansons, c'est rire et chanson, quoi. C'est rire et chanson. C'est ça, mais c'est une super formule qui marche bien. Et maintenant, pour répondre à votre question, le confinement, c'est vrai que c'est 6 mois sans jouer. Ça fait bizarre parce que je me suis jamais arrêté en 30 ans. C'est ça. Et là, 6 mois, s'arrêter 6 mois. Alors, il y a certains copains artistes qui ont pu écrire, d'autres pas. Qui ont pu bosser. Moi, j'ai pas pu travailler pendant, je sais pas pourquoi. J'ai fait d'autres choses. Je me suis occupé de chez moi, de ma famille, de mes proches et puis de mes voisins. Et puis voilà. Et là, vous avez repris. Et là, ça y est, on vient de reprendre la première date, et puis il y a d'autres dates qui arrivent. Et ça y est, ça commence à se remettre en marche. Doucement, heureusement. Heureusement, oui. 30 ans de carrière, quand vous vous souvenez du jeune homme de 23 ans qui est arrivé en 1984 à peu près à Paris, venant de chez vous, de Bar-le-Duc, que vous retournez sur ça, vous vous dites, vous imaginiez une telle carrière? Pas du tout, non. Non, franchement, non. J'étais avec mon ami Pascal Guillaume, on monte à Paris et on espère que ça fonctionne. Mais en fait, non, il n'y avait aucune projection sur le lendemain. C'était profiter du moment présent et faire tout pour que ça se passe le mieux possible. C'est tout. Après, le lendemain, c'est du bonus, quoi. Mais 30 ans dans ce métier, c'est quand même un exploit. Vous en êtes conscient. Ouais. Alors que vous avez la réputation d'être un homme gentil, on se dit, mais comment est-ce que vous avez réussi à traverser ces 30 ans sans vous faire... Je sais pas. Je pense que, je suis entouré de gens, j'essaye de m'entourer de gens qui me ressemblent, quoi, des gens normaux. Des gens normaux. Oui, des gens normaux, parce que finalement, quand je vais dans ma province à Coussay, dans les Vosges, tous les gens sont comme moi. Ils sont tous gentils, en fait. Il faut aller habiter dans les Vosges, alors? Non, je pense que dès qu'on va un peu à la campagne, les gens sont plutôt sympas, quoi. Voilà. Après, une fois que vous êtes dans des lotissements un peu huppés ou dans des endroits où les gens ont un peu d'argent, ils se regroupent pour être entre eux, là, les gens sont moins sympas parce qu'ils sont plus sur eux. Et c'est ce que vous évitez, vous? Vous évitez ça le plus possible? Ouais, je l'ai peut-être pas évité tout le temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que finalement, non, il faut mieux être dans un quartier populaire où on est avec des gens normaux. Voilà.
Alors, votre actualité aussi, c'est la pièce de théâtre que vous allez reprendre bientôt. Alors, à partir du 31 octobre en province d'abord, puis après à Paris, début 2021, c'est ça? Alors, en fait, on va la jouer déjà au Théâtre Tête d'Or pendant 2 mois et demi. C'est à Lyon. Puis après, il y aura peut-être une reprise à Paris, effectivement. Alors, sans rancune, si on devait résumer, c'est l'histoire d'un homme à qui tout sourit. C'est-à-dire que c'est un type qui a un succès, qui est patron du CAC 40, qui a une femme ravissante, une fille charmante. Tout va bien, il vient de la marier d'ailleurs. Oui, voilà, il est très heureux, de papa ravi, et tout s'écroule. C'est-à-dire que sa femme le quitte, son associé essaie de lui piquer sa boîte. Mais je crois que pardon, excusez-moi de vous couper, mais c'est surtout qu'il n'accepte pas. C'est-à-dire, vous savez, c'est des gens à qui on a toujours dit oui, c'est chef d'entreprise, voilà, d'une grosse entreprise, personne ne lui dit non. Et quand il rentre chez lui, sa femme lui dit « je te quitte », il dit « oui, qu'est-ce que tu veux dire par « je te quitte » ? Non, je m'en vais, je te quitte. D'accord. Tu veux pas plutôt aller faire un petit massage? On en discute après. Il est dans le déni tout le temps et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Ouais. On va regarder un extrait, puis après on revient. Qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Le jour où je marie ma fille. C'est un jeune? Enfin, je veux dire encore plus jeune que moi? Pas de beaucoup. Me lâche pas, de combien? 20 ans. Bon, je voudrais en tout cas que nous nous quittions sans rancune. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'en sais rien, mais je suis heureux qu'elle l'ait fait, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, parce que, soyons lucides, vous et moi, vous n'êtes pas beaux. Marie et moi, on s'aime. Je voudrais se marier, seulement on ne voudrait pas le faire sans votre consentement. Ah bah ça, il faut le garder, lui, hein. Je me suis fait chier à mort! Vas-y, libère-toi, libère-toi! La seule faute que j'ai commise, c'est de ne pas m'être tiré plus tôt! Je suis enceinte, papa. Oh, ma chérie! Oh! Au bout de 8 jours. Je te donne exactement 10 secondes pour choisir entre cet homme et moi, top chrono. Cet homme. Ah oui, non, mais elle a hésité un peu quand même. Alors, vous dites, c'est un homme qui n'accepte pas. En même temps, le fait qu'il n'accepte pas que sa femme le quitte, après tout, ça peut être normal. Oui. Que sa fille est enceinte, elle vient de se marier, donc lui, il tombe des nues. Ouais. C'est un peu normal aussi que cet homme-là n'accepte pas des faits établis. En fait, il accepte, c'est pas qu'il accepte pas, c'est qu'il pense même pas que ça soit possible. Ah oui. Il est dans un déni, il se ment à lui-même. Exactement, oui, oui. Il se remet pas en cause. Non, du tout. Pour lui, c'est le meilleur des maris, le meilleur des pères, et à aucun moment, il se remet en cause. Et en fait, voilà, il est de mauvaise foi. Une mauvaise foi, et la mauvaise foi au théâtre, c'est vraiment très drôle. Avec Julien Cafaro, qui est Marie Parouti, enfin, nous sommes une bonne bande de comédiens, et c'est vrai que cette pièce avait... Et nous, on a repris la pièce, l'adaptation de Jean Poiret. C'est Jean Poiret qui a fait l'adaptation, et... voilà. Extraordinaire adaptation. Ouais, l'adaptation, vraiment, c'est ciselé, les mots sont choisis, c'est très difficile de prendre un mot pour un autre. Il a vraiment fait un travail formidable. La pièce avait été jouée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, par Daniel Russo, mais eux avaient fait une autre adaptation. Nous, on a préféré rester fidèles à Jean Poiret. Et se remettre en cause dans le milieu dans lequel vous travaillez, c'est pas une vertu très répandue. Vous arrivez à vous remettre en cause, à avoir une certaine forme d'humilité, en fait? Ah, l'humilité, oui, mais remettre en cause, je veux dire que les choses... en fait, ma carrière change tranquillement. C'est-à-dire que je fais des imitations et puis quelqu'un me dit « Tiens, tu veux pas faire un doublage ?» Ah d'accord. Du coup, je fais l'Empereur Cusco ou vice-versa. Et je me retrouve à faire du doublage pour le cinéma. Et puis après, on me dit « Tu veux pas aller au théâtre? Il y a une rôle pour toi. » J'essaye et puis je me plais. Et puis ça me plaît, pardon. Et là, j'en suis à ma 8e pièce. Je suis hyper content. On me propose un peu des rôles maintenant dans les téléfilms. Et je m'amuse, en fait. Donc, pour moi, c'est la continuité de ma carrière. C'est ça, là, le moteur de votre carrière. Vous vous amusez. C'est que vous ne cherchez pas le succès à tout prix, ni l'argent à tout prix, mais il faut que vous vous amusiez. Voilà. Pour moi, c'est le principe. C'est-à-dire que si je m'amuse dans quelque chose, peu importe, que ce soit un téléfilm, une série ou un court-métrage, à partir du moment où je m'amuse, pour moi c'est valorisant et voilà. Et c'est vrai que c'est le moteur de ma carrière.
Il y a 13 ans, vous étiez dans nos murs pour une interview en longueur et vous décriviez votre succès comme un succès raisonnable. Vous êtes un homme raisonnable ? Ouais, peut-être, c'est peut-être dommage, mais je suis content du parcours que j'ai fait. Pourquoi ce serait dommage d'être raisonnable ? Parce que quand on n'est pas raisonnable, vous pouvez devenir une star. Et moi, je ne suis pas devenu une star, je suis plutôt une vedette, voilà, qui est là depuis longtemps, et puis presque un petit peu oubliée par certains, ou peut-être même pas connue pour certaines générations, mais c'est pas grave. Moi, artistiquement, je suis content de ce que j'ai fait. Il y a des choses que je n'ai pas accepté, présenter des jeux ou à la télé ou des choses comme ça. C'est vrai que j'aurais été très riche, hein, mais c'est pas ce qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est vraiment l'art, quoi. J'adore l'art en général et avoir la chance de travailler dans cette corporation. Pour moi, et puis les récompenses. Pour moi, une récompense, c'est quand Francis Cabrel sur un plateau de télé me dit Didier, viens, tu vas faire les chœurs avec moi, ou dans un bistrot, Renaud qui me dit viens Didier, on boit un coup ensemble. Ça, pour moi, voilà, ça c'est mes Césars. Vous êtes fidèle en amitié. J'ai l'impression que tout du long de votre carrière, il y a des gens qui ont compté, qui comptent encore. Ah oui, bien sûr, oui, j'oublie jamais les gens avec qui j'ai travaillé, parce que j'essaye, c'est de l'humain aussi. Et même des gens avec qui j'ai refusé de travailler, qui étaient des grands producteurs, parce que humainement, je ne m'y retrouvais pas, c'est tout. Ouais. Vous savez dire non. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est très dur dans ce métier. C'est pas évident. Je n'ai pas toujours dit non, mais j'aurais peut-être dû dire non plus de fois, mais voilà. Sur des grosses décisions, je fais gaffe quand même. Vous faites attention. Ouais. 30 ans après, il y a des choses que vous regrettez d'avoir fait ou de ne pas avoir fait ? Qu'est-ce que je peux regretter ? Oui, un film avec Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky m'avait proposé un rôle et quand j'avais lu le scénario, il fallait que je me rase la tête. Tout ça, j'ai dit non. Voilà. Tout ça parce que vous ne vouliez pas vous raser la tête. Je voulais pas me raser la tête. Je dis pourquoi je me raserais la tête ? C'est pour le rôle, Coco. Tu vas raser ta tête. Je dis bah non. Tu fais pas le film. Je dis c'est pas grave. Donc j'ai pas fait le film. Mais là, franchement, j'aurais dû le faire. Mais bon, c'est compliqué après d'arriver sur scène pour faire mon show sans les cheveux. Bon. C'est tout ce qui je me suis jamais vu sans les cheveux, donc je sais pas ce que ça donne. Vous avez un petit peu peur. Non, mais j'aurais pas dû faire ma chochotte, j'aurais dû raser les cheveux et puis faire le film. Si Jean-Pierre Mocky vous entend de là-haut. Ouais, pardon Jean-Pierre. Voilà. Donc si on reprend votre actualité, donc un prochain rôle TF1 Camping Paradis, vous allez jouer un personnage que vous connaissez bien. Ah oui, en fait je joue un sosie de Johnny, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sosies en France qui sont vraiment sosie physique, hein. C'est pas le sosie vocal comme Jean-Baptiste Guégan qui est vraiment extraordinaire. Si vous avez la chance, si vous avez la chance d'aller l'écouter, c'est formidable. Camping Paradis, il était une voix. Vous allez reprendre aussi bientôt. Que je continue, tout à fait. Et puis Sans rancune aussi bientôt sur scène à nouveau l'homme de théâtre que vous aimez être. Alors on arrive à la fin de cette première partie. Le principe de cette émission, c'est qu'après cet échange-là, moi je vais vous laisser tout seul en plateau, enfin relativement tout seul puisque je serai quand même dans votre oreille pour vous faire réagir à des mots qu'on va vous présenter comme ça sur un écran. À tout de suite. D'accord, tout de suite. Le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots à recharge pour vous de me dire ce que ces mots vous inspirent. Sentez-vous libre de dire tout ce qui vous passe par la tête. Alors, d'accord. Vraiment tout. Le premier mot, c'est identité. Ça vous inspire quoi ? L'identité, en fait, ce que ça m'inspire, c'est l'identité, c'est notre identité, ce qu'on est, et c'est important de savoir qui l'on est. Ça, c'est important. En revanche, après, l'identité, quand c'est une identité pour souder les jeunes, les gens, c'est bien, mais souvent l'identité est synonyme de discrimination, de séparation, et puis il y a un côté aussi, il y a un côté autoritaire dans l'identité. Il y a un côté, on essaye de mettre les gens dans des cases, voilà, en disant vous avez ceci, vous avez cela, donc voilà, on a identifié la personne, ok, on peut passer à une autre, alors qu'en fait on est tous tellement différents.
Et c'est un peu, je trouve, le souci de nos sociétés, c'est qu'on essaye de mettre les gens dans des cases alors qu'on est tellement tous différents et on gagnerait plus à essayer de cultiver les différences plutôt qu'à essayer de les limiter et de mettre tout le monde dans le même moule. Quand on est comme vous, quelqu'un qui multiplie les voix, 200 voix à votre actif, est-ce qu'on sait encore qui est Didier Gustin à la fin ? Ah, pas de problème, il n'y a pas de souci. Oui. Je sais très bien que je ne suis pas Joe Cooker, je ne suis pas Johnny. Et j'adore utiliser je suis comme un marionnettiste, c'est-à-dire je sais qui je suis et j'utilise ces voix pour faire plaisir, pour faire rire, pour donner des émotions. Voilà. Et mon plaisir est évidemment de rester moi-même. Et des fois, je m'amuse à me prendre pour tous ces grands artistes. Et c'est tellement jouissif de se retrouver, quand on avait fait la tournée des Éternelles Durées, on était devant 3000, 6000 personnes à faire Joe Cooker. C'est formidable, parce que d'un coup, vous l'êtes, quoi. Vous l'êtes le temps de 3 minutes. Et puis voilà, donc, des fois, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème d'identité. Je suis pas schizophrène, mais des fois, on aime bien se perdre et faire croire que... Et vous vous cachez pas non plus derrière ces identités ? Non, c'est vrai que quand j'ai débuté ma carrière, c'est peut-être avec l'âge, en fait. Je pouvais pas parler 2 minutes sans prendre la voix d'un gars. Tu vois, sinon je me sentais mal. Et j'avais même du mal à chanter avec ma propre voix et même du mal à jouer la comédie avec avec ma propre voix. Donc finalement, plus le temps passe, plus je trouve mon identité. Ouais. On va passer au deuxième mot, c'est solitude. Solitude, seul en scène. Souvent, seul en scène, mais jamais seul finalement, puisque il y a toujours des copains techniciens qui sont avec moi ou copains musiciens. Jamais seul. La solitude ne me pèse pas. Moi, je suis pas quelqu'un d'abord, je suis pas quelqu'un de solitaire. J'aime plutôt la vie en société. Et en revanche, ceux qui sont seuls et qui en souffrent, ça c'est dur, quoi. Mais moi, j'ai la chance de ne pas en souffrir et de bien le vivre. Donc en rapport avec le mot qu'on a vu avant, identité, il me parle, quand on sait qui l'on est, en fait, ou qu'on croit savoir un peu qui l'on est, la solitude est moins pesante. Parce que la solitude peut vous mettre face à vous-même, et si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez avoir des frayeurs ou peur de vous rencontrer. Et vous connaissez, ça vient en fait avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'identité. Vous avez appris à savoir qui vous êtes. Ouais, disons que je m'apprivoise. Ouais, voilà. Je m'apprivoise, je connais mes défauts, mes qualités, donc je sais à peu près naviguer. Mais après, il faudrait faire et d'ailleurs, j'encourage les gens à le faire, à faire une analyse, du coup, pour essayer de se connaître mieux, quoi. On devrait tous prendre ce temps d'intériorité, de réfléchir à soi-même. Vous l'avez fait, vous aussi ? Pas longtemps, mais je connais des gens qui le font et qui en font. Et je pense que c'est important, en fait. Quand on souffre, moi, je souffre pas. Je suis bien dans ma peau. Donc, voilà. Donc, j'avais un petit souci. Je suis allé le régler avec un psy. Mais voilà, c'est pas négatif d'aller voir un conseil comme ça, quelqu'un qui vous écoute et qui va pas vous juger, qui va juste essayer de démêler les trucs. Et ça peut faire beaucoup de bien. Je connais tellement de gens à qui ça ferait du bien. Et malheureusement, quand on leur en parle, ils vous disent « Ah non, un truc de fou là, non !» Ça, c'est une question aussi d'orgueil. Vous n'avez pas cet orgueil-là, ça va bien avec votre personnage. On vous sent en lien avec les autres. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on n'est jamais... je pense qu'on ne sait pas qui l'on est vraiment au fond, mais si on est bien avec soi-même, bon, c'est peut-être pas la peine d'aller trop fouiller, enfin, bon, bref, sauf sur les choses qui sont vraiment dures ou difficiles, mais après, une fois ça passé, franchement, après, c'est pas grand-chose, quoi. Je me connais un peu et ça va, tout va bien. Ouais. Une soirée idéale, pour vous, c'est pas une soirée seule ? Ça peut l'être. Ça peut l'être, ça dépend ce que c'est. En fait, si c'est une soirée, je sais pas, seul à être dans la nature, ça peut être super. Mais c'est vrai que les meilleurs moments sont quand même les moments partagés. Les moments partagés avec sa famille, ses enfants, ce qu'on aime, quoi. Je pense que peut-être que l'expérience du Covid, c'est ça, c'est qu'on s'est un peu tous rapprochés de nos familles,
physiquement et finalement. Et ça a fait du bien à tout le monde. Et on s'est dit, mais pourquoi finalement, ça c'est vachement bien ça. C'est beaucoup mieux que d'aller acheter une console ou alors d'aller acheter la nouvelle voiture. C'est gratifiant en fait d'être avec les autres. Les autres ne sont pas un danger pour vous, au contraire. Non, oui, exactement. Ouais, moi je dis qu'a priori les gens sont plutôt positifs. Je pars du principe du postulat de départ que les gens sont positifs et bienveillants. Voilà. Après l'expérience et puis la vie fait qu'on se dit bah non finalement pas si gentil que ça. Ah tiens pas si sympa que ça. Mais a priori j'ai plutôt des a priori positifs, oui. Et cette bienveillance naturelle fait pas de vous quelqu'un de naïf? Alors du tout, non, je suis pas candide, je suis pas naïf. Quand je m'aperçois que les personnes sont négatives, ben, je m'en éloigne en fait, c'est tout. Sur scène, vous êtes très entouré. Il y a des musiciens depuis un certain temps maintenant. Ça vous rassure ou est-ce que vous, au début, vous étiez seul en scène? Oui. Et vous préférez quoi? En fait, je continue même à jouer les deux, c'est-à-dire de temps en temps, je joue un spectacle seul. Et là, du coup, je suis un peu comme Mathieu Chédid, c'est-à-dire que je lance des vidéos, je lance des musiques, je sors la guitare électrique, je fais des choses. Enfin, je m'amuse, pas au niveau de Mathieu, malheureusement. Mais donc, je fais ça, je peux être seul sur scène ou avec les musiciens. Et les musiciens, sinon, c'est pas une question d'être rassuré, je pense que c'est plutôt l'efficacité sur le public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un orchestre, l'impact sur le public va être encore plus puissant. Parce que le spectacle devient beaucoup plus large, tout s'élargit, et c'est beaucoup plus facile pour le public d'imaginer, de fermer les yeux et d'écouter je suis en train d'imiter Julien Clerc ou je sais pas qui, et là ils peuvent se mettre eux s'imaginer au concert de tel ou un tel chanteur. On va passer au troisième mot, gratuité. Gratuité. Ouais, ça m'évoque pas grand-chose, la gratuité. Ça, c'est le mec qui adore l'argent, t'imagines? Non, pas du tout. La gratuité, oui, moi, je dois parler de moi, donc je pense que ça m'embête pas de jouer pour des associations. Je l'ai fait plein de fois. Ensuite, pour les actes gratuits, ou je sais pas où vous voulez en venir sur ce mot. En fait, c'est le don de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un côté chez vous, on sent l'homme généreux de sa personne. C'est-à-dire que, certes, les gens viennent à vos spectacles, paient pour ça, mais j'imagine que ce qu'ils reçoivent est bien au-delà de ce que... On essaye, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye j'essaye de donner un peu plus que ça, c'est-à-dire vraiment donner quelque chose de positif, à telle enseigne que à la fin, souvent les gens me disent putain, on a une patate en ressortant de ton spectacle, parce qu'on donne quelque chose, c'est un don de soi qu'on donne, plus que des voix, plus que il y a tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut entendre, et puis il y a quelque chose de plus spirituel, quoi, quelque chose de plus spirituel. C'est un don de soi. Ouais. Quand vous parlez de spiritualité, ça veut dire quoi pour vous? Sur scène, c'est difficile de faire les deux en même temps, mais il y a des moments, si je suis pas déconcentré par quelque chose, parce qu'on peut être déconcentré assez facilement par quelqu'un qui a amené une caméra sur pied et puis qui filme le spectacle depuis une demi-heure avec le rouge qui clignote. Au bout d'un moment, donc ça perturbe, et du coup on peut pas entrer complètement dans le show. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de lui dire s'il vous plaît, voilà, ça fait une demi-heure que vous filmez, s'il vous plaît, vous verrez le DVD. Donc je lui demande d'arrêter, et puis et j'essaye de me mettre dans le spectacle. Et là, il y a des moments de grâce où le spectacle
vire une espèce de communion de tout le monde, et là c'est super, mais bon, c'est pas tout le temps évidemment, c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est formidable. Et je pense que les artistes, des grandes stars, Amy Winehouse, Johnny, ou on parlait de Phil Collins tout à l'heure, je pense que ces gens-là le sentent encore 1000 fois plus que moi je ne l'ai ressenti. Et c'est pour ça que ça doit être tellement grisant. J'imagine que quand vous avez 70 000 personnes qui sont venues pour vous et que vous chantez vos chansons, des chansons qui sont vous finalement, puisque on écrit dans des chansons, on écrit nos peines, c'est jamais des trains qui arrivent à l'heure, les chansons. Donc on se livre, on se livre à un public, ils sont là, 70 000, et ils reprennent votre chanson. J'imagine qu'il y a une communion extraordinaire, et ce que doivent ressentir ces stars doit être juste gigantesque, quoi. On sent comme c'est pas une envie, mais un petit regret. Vous auriez aimé, vous arrivez à une forme de communion comme ça avec les gens qui viennent vous voir? Alors, je regrette pas, mais ce serait génial, ce serait formidable. Moi, je fais des chansons à côté qui sont des chansons en anglais. Personne n'en veut, tout le monde s'en fout. Mais moi, je les ai faites pour mon plaisir. C'est vrai que si demain mes chansons se retrouvaient à la radio et que si j'arrivais à faire des grands concerts avec, je serais le plus heureux des hommes. C'est extraordinaire. Vous avez conscience quand même que vous êtes né avec un talent, un vrai talent, qui fait de vous aujourd'hui l'homme que vous êtes. Ce talent de savoir écouter, parce que d'abord, il faut savoir écouter avant de pouvoir imiter les gens. Oui, bien sûr. Je suis conscient du don que j'ai, évidemment. Et je dirais même des dons, puisqu'ils ont... Et des fois, la nature est quand même vachement sympa, quoi. Elle vous donne le gâteau, la cerise au-dessus, la mousse, le chantilly, tout. Donc là, non, je suis vraiment un grand vénard. Mais je pense que quand on génère du positif, il vous revient toujours. Ça vous revient. Et si vous arrivez à cultiver ça et ne pas être dans l'amertume ni le regret, justement, on en parlait tout à l'heure, ou je suis pas bien, ou ceci, cela, j'ai l'impression qu'il faut fabriquer du positif pour que du positif vous arrive. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui vont voir les psys, parce qu'ils tournent en rond dans une espèce de cercle vicieux de négativité. Et quand ils arrivent à en sortir, grâce à une analyse, par exemple, hop, les choses tout d'un coup se débloquent. Et on arrive et les gens viennent vous chercher, voilà. C'est parce que tout à coup, vous êtes devenu positif. Je pense que les gens négatifs, on les fuit naturellement, en fait. On tourne le dos. Et puis quelqu'un qui est positif ou qui vous semblait sympa, viens, on va te mettre dans le film. Tiens, viens, on va chanter une chanson, ou viens dans cette émission. Je pense que en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, oui. Vous savez d'où vient votre talent? Vous êtes posé la question de savoir pourquoi moi? On se dit pourquoi moi? C'est beaucoup de travail aussi. Alors, quand même. Puisqu'on est sur Cato Télé, moi je dirais que aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire que on vous donne que si vous donnez, ou que si vous faites la démarche. Si vous ne demandez rien, vous aurez rien. Il faut demander. C'est vachement simple, en fait. Pas la religion, je dirais, mais le contact avec Dieu, ce qui est différent. Contact avec un être spirituel supérieur, il est très simple. Il suffit de demander sincèrement et puis de remercier sincèrement. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a pas, on n'est pas obligé de faire une messe autour, on n'est pas obligé de construire des bâtiments ou de faire d'aller voir les marchands du temple, on n'a besoin de rien. Non, il y a juste soi, on parlait de solitude tout à l'heure, soi et l'infini, c'est tout. Il faut juste être en contact, demander, remercier, recevoir. C'est quelque chose que vous faites souvent, ce dialogue intérieur? Toujours, oui, bien sûr. Et ça marche formidablement bien. Et c'est peut-être la cause de la longévité de ma carrière. Parce que, en fait, il faut savoir aussi écouter ce qu'on vous envoie. On vous envoie, tiens, il y a des pistes. On vous envoie des pistes, des signes. Et si vous écoutez les signes, voilà, vous naviguez tranquillement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde. C'est une forme de boussole intérieure qui vous guide depuis 30 ans? Oui. Avec une forme d'honnêteté et de respect de soi-même?
Oui, c'est ça. Ouais. Même si je pense qu'il y a des moments où je ne l'ai pas été, où on a des rechutes. Dans l'ensemble, j'essaye d'être comme beaucoup de gens qui sont autour de moi, même dans ce studio, on essaye tous de se débrouiller avec ce qu'on a. Mais et on essaye d'avoir un petit peu nos recettes pour mieux vivre. Mais... Est-ce que le fait d'avoir reçu ce talent et d'avoir su l'exploiter comme ça pendant 30 ans, ça vous donne des devoirs envers les gens autour de vous? Ah oui, bien sûr. Oui, je pense que quand vous recevez quelque chose, un don, vous avez un peu le devoir de l'utiliser. Oui. Tout à fait. Et pour faire le bonheur des gens. C'est ça, ouais. Moi, c'était mon leitmotiv depuis vraiment que j'ai commencé ce métier, c'était donner du bonheur aux gens. C'était tout, voilà. Et vous pensez, 30 ans après, que vous avez réussi à faire ça, que vous continuez à le faire? J'ai essayé, mais et je pense que j'y arrive à mon échelle. J'aurais peut-être pu le faire mieux, j'aurais peut-être effectivement pu peut-être mieux le gérer, ou pour en faire profiter encore plus de gens, mais finalement, non, je regrette pas. Mais puis ceux qui ont pris du bonheur en voyant mes spectacles, tant mieux, quoi. Tant mieux. Ça veut dire que ça a marché. Après, évidemment, on n'est pas... Tout le monde m'aime pas, hein, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal. Il faut savoir ça dans la vie. C'est que tout le monde ne vous aime pas. Déjà, c'est sûr. Déjà, il y a la moitié de l'humanité qui vous aime pas. Parce qu'ils aiment pas ce que vous faites, ou voilà. Donc, mais il y a quand même une grosse partie qui peut. Il y a un potentiel énorme. Quand même. Il y a une grosse moitié de l'humanité qui aime Didier Gustin. C'est pas mal quand même. Ouais, enfin bon, on est quand même dans un tout petit pays, et donc ça limite. Hein. Donc après, quand même. Vous parliez de bonheur tout à l'heure. Ouais. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est le bonheur, ça passe forcément par la famille, quoi. C'est en un la famille et en deux après mon métier. Mais c'est forcément un la famille et les amis. Et voilà, ça c'est le bonheur passe vraiment par là. C'est des moments merveilleux. Après un spectacle, c'est vrai, on prend beaucoup de plaisir, mais il y a beaucoup de travail pour le faire. On travaille pour le peaufiner, bosser dessus, trouver des bonnes vannes. Et seulement après, une fois que tout ça est intégré, on commence à prendre du plaisir sur scène, quand c'est bien géré. On commence un petit peu à prendre du plaisir. Alors qu'avec les amis ou la famille, c'est immédiat, quoi. Voilà. Vous avez des grands-enfants maintenant. Est-ce que vous arrivez à leur expliquer ça, que le bonheur, c'est ces choses fondamentales que sont la famille, les amis? Je pense qu'il ne s'agit pas de l'expliquer. Il s'agit juste de le vivre. La meilleure explication, c'est l'exemple. Donc voilà. Donc le mieux, c'est ils sont super bien dans leur basket. Et ils ont toujours vu. On a toujours été honnête avec eux. Et du coup, ils savent être heureux, quoi. Ils savent comment faire, quoi. Ils savent, voilà. Mais simplement en regardant comment on a fait nous. Voilà. Ça vous rend fier, ça, comme père? On espère tous, parents, que nos enfants soient en confiance, équilibrés, heureux, et qu'on ait su leur transmettre ce qui nous semble fondamental. Vous avez l'impression d'avoir réussi? Un peu, ouais, je pense avoir un peu réussi. Mais c'est surtout eux qui ont réussi. C'est eux qui, leur réussite, c'est à eux qu'ils la doivent. Et s'ils sont heureux grâce aux exemples qu'on a pu leur donner, tant mieux, voilà, c'est formidable. Mais ils ont l'air bien dans leur basket, et ça déjà, c'est important. Et ce qui est vrai, pour eux, pour un enfant, le plus important, tout ce qu'on peut lui citer, c'est juste d'être heureux. C'est-à-dire, après, le métier... c'est pas important. Je veux dire, on essaye de nous formater en disant faut bien réussir à l'école, bien réussir. Non, l'important c'est d'être heureux, quoi. Si tu aimes fabriquer des meubles, fabrique des meubles. L'important c'est d'être heureux et de trouver son bonheur. On peut très bien faire un boulot de merde et à côté avoir une passion pour les arts martiaux, pour la peinture, et puis s'éclater comme ça. Donc il n'y a pas de règle, en fait. Mais l'important, c'est d'être heureux. Ouais. Et cette ligne de vie, cette conviction que vous avez, qu'on entend bien, elle vient d'où?
c'est vos parents qui vous l'ont transmise comme vous essayez de la transmettre ou que vous l'avez transmis à vos enfants? Ah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, autour de moi, j'ai toujours vu mes parents heureux, j'ai vu mes grands-parents heureux, mais tout le monde, on vivait, la famille, on était, je sais pas, une centaine dans le même village. Vous imaginez, tout le monde se voyait, machin, une espèce de grande communauté, c'était tellement bien. Et du coup, moi, j'ai vécu une enfance merveilleuse, et du coup, j'ai essayé de leur de faire la même chose avec mes enfants je pense que c'est ça, les racines, c'est ça. Alors évidemment, si vous n'avez pas eu une enfance heureuse, ou ça a été compliqué, vous n'avez pas vu de parents heureux ou des gens heureux autour de vous, c'est difficile d'imaginer ce que c'est que le bonheur. C'est pour ça que je prône pour un permis d'être parent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je trouve que il y a des gens qui ont des enfants, mais ils savent pas comment les élever. Il y a des règles, il y a des petites choses qu'on devrait apprendre à tout le monde pour que tout le monde se débrouille, parce que il y a des parents qui sont paumés, quoi. Comment je fais pour ça? Alors après, on lit quelques bouquins à droite à gauche quand on a le goût pour la lecture. Sinon, il y a des gens qui restent paumés toute leur vie, et puis qu'après, ils galèrent, ils font comme ils peuvent. Alors que si on passait un permis, au moins, on saurait que il faut les enfants, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Il y a des trucs. Comme pour la mémoire, tout le monde dit, quand on va à l'école, apprenez. Mais personne nous a appris à apprendre. Apprendre, c'est compliqué d'apprendre, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Pour rentrer dans le cerveau, il y a 5 façons différentes. Soit vous mémorisez ce que vous lisez, soit vous mémorisez quand vous le dites, et que vous mémorisez donc avec l'oreille, soit c'est tactile, soit c'est spatial, il y a la mémoire spatiale, toutes ces mémoires-là, nous on les utilise au théâtre. Donc si vous voulez, il y a 5 façons différentes d'apprendre des textes ou d'apprendre des choses. Et ça, on nous apprend pas à apprendre, et on n'apprend pas nos enfants à apprendre. Moi, j'ai appris à mes enfants à apprendre, et le plus grand, lui, pour le bac, il a juste appris tous ses cours de l'année. Tranquille, hein, il a tout appris. Parce qu'il sait comment apprendre. Et je pense qu'on devrait apprendre aux gens à apprendre. Et après, on devrait, au moins pas un permis pour avoir des enfants, mais au moins, je ne sais pas, un jour, où si vous voulez être parent, venez, il y a une petite formation de 2 jours, comme pour le permis, vous savez. Didier Gustin a ouvert une école de parents, venez vous inscrire. Non, mais c'est vrai, mais je trouve que moi, je ne saurais pas faire ça. Hein. Je ne saurais pas faire ça. Il faudrait que ça soit de bons pédagogues, Oh, vous avez l'air pas mal dans le domaine. Ouais, mais non. Mais j'ai pas cette prétention, surtout pas. Mais ce serait génial, parce que ça aiderait tellement de gens, quoi. Vous savez que toutes les mères de famille, pères de famille qui souhaitent devenir professeurs, par le simple fait, en tout cas dans l'enseignement catholique, par le simple fait d'être parents, on leur ouvre la porte de l'enseignement. Ah oui, c'est vrai. Comme quoi, le fait d'être papa, ça vous donne certaines compétences. Oui, parce que puis en plus, avec l'âge, des fois, on a un peu plus de recul, on sent les choses, et puis voilà. Puis il faut surtout respecter les enfants, voilà. Et moi, mes 2 enfants sont dans une école catholique, et depuis toujours, finalement. Ils y sont heureux? Ouais, super heureux. En fait, ils trouvent dans cette école catholique ce qu'ils ne trouvaient pas, ce qu'il y a plus aujourd'hui dans l'école communale, ou très rarement, une écoute. Voilà, une écoute, une oreille, des gens qui aiment leur métier, qui essayent de bien le faire et de bien travailler. Je ne dis pas que les gens dans l'enseignement public le font pas, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, alors que là, on leur donne le temps dans une école privée. Voilà, et puis c'est pour ça que ça me fait doucement rire quand on parle d'égalité. Égalité, fraternité, liberté, tout ça n'existe pas, ou très peu, dans notre société, malheureusement. À l'état naturel, il faut... Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Si vous êtes hyper doué à l'école, c'est pas pour ça que vous allez faire des grandes études. Alors que si vous avez de l'argent, même si vous n'êtes pas très doué, vous ferez des bonnes études. Et vous-même, vous avez été élevé dans une école catholique ? Non. Donc vous êtes arrivé sans prévention pour mettre vos enfants dedans ? Ah non, aucun problème. Ils étaient à l'école publique, et puis il y a eu une réaction d'une maîtresse que j'ai trouvée absurde. Mon fils s'est fait frapper par un autre enfant, et la réaction de la maîtresse a été fallait te défendre.
Je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut. Je pense que c'est pas comme ça. Donc du coup, on les a enlevés de l'école et on les a mis à l'école catholique. Et là, il y a eu une vraie écoute. Et tout du long, ils ont été écoutés. Et encore maintenant, il y en a un qui est maintenant en école supérieure, mais j'en ai encore un qui va passer son bac l'année prochaine. Et voilà, il y a une vraie écoute. Dans quelle école la directrice reçoit tous les élèves pour faire le point? Ils sont 2000, elle reçoit tout le monde. Formidable. C'est une sacrée directrice, effectivement. Ouais, c'est formidable. On va passer au 4e et dernier mot. Oui. C'est communion. Oui, c'est vrai. Ah, c'est marrant, ça me rappelle ma première communion. Et puis la confirmation quand on vous donne une claque à la figure, là. Alors, normalement, c'est pas une claque. Et la communion, évidemment, c'est la communion avec le public. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est quand ça, c'est pas toujours, hein, ça arrive pas toujours. Mais quand il y a une vraie communion, c'est formidable. Et moi, je ne suis qu'un imitateur. Je suis un artiste. Ce qu'on me dit, hein, c'est artiste presque de seconde zone. C'est un peu en marge c'est en marge de. C'est marrant parce que les imitateurs, on est en marge des comiques et on est en marge des chanteurs. Donc on est une espèce de truc là, une espèce de no man's land. Et quand on arrive à être en communion, c'est extraordinaire. Communion, ça peut être aussi avec les gens qui vous entourent quand vous êtes sur scène, les autres acteurs. Pour faire une belle pièce de théâtre, est-ce qu'il faut qu'il y ait une belle équipe? En fait, c'est pas forcément une belle équipe, mais c'est une équipe soudée. C'est pour ça que vous reveniez à communion, une équipe soudée et qui ait le même but. Le but étant de réussir le spectacle. C'est pas réussir sa prestation, c'est réussir le spectacle. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup écouter ses camarades, écouter les camarades, être dans l'action, être dans la situation tout le temps le plus possible, pour que le spectacle, lui, soit formidable. Il faut bien être concentré, ouais, c'est ça, et être ne pas vouloir prendre la vedette. C'est ça, ne pas vouloir jouer le cabot en se mettant en avant, devant ses camarades, ou en haussant le ton, ou je sais pas. Il faut que ce soit c'est le spectacle, la vedette. Il faut être très à l'écoute, encore une fois, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Je sais plus quel directeur de théâtre disait pour parler juste, il suffit d'écouter, quoi. On sent chez vous un homme campé, avec des racines et qui sait où il est et où il va. Vous avez cette forme de communion comme ça avec vos grands-parents, vous parliez de toute une famille dans un village, cette forme de transcendance, c'est quelque chose que vous comprenez, auquel vous aspirez? Oui, je pense que on aspire tous à ça, mais c'est tellement agréable d'être bien, quoi, juste bien avec ses amis, sa famille, et c'est pour ça une espèce de communion qui soit familiale ou professionnelle. Pour moi, c'est presque un peu la même chose. Et je dirais que professionnellement, c'est plus triste parce que ce sont des communions qui sont des communions éphémères. On est ensemble, on adore être ensemble, et puis la vie nous emmène, notre métier nous emmène ailleurs et on se voit plus ou peu. Et donc là, c'est triste parce que on essaye de garder le contact, mais c'est difficile quand. C'est un peu la vie. Ouais, c'est un peu la vie. Merci. Je vous en prie. Merci. J'arrive. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, comment ça s'est passé? Bien. C'est tellement rare dans une émission, dans notre métier, d'avoir le temps de parler. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, souvent on vous invite à la télévision, c'est là où on a le moins de temps. La télévision, si vous faites un blanc de 1 seconde, c'est fini. C'est ça. La radio a pris le même chemin, c'est-à-dire que c'est de plus en plus rapide, et on prend plus le temps. Les seules chaînes où on peut encore parler, c'est lentement et tranquillement, c'est sur le groupe France Inter et Radio France. Et ce qu'on sent aussi chez vous, Didier, c'est que vous êtes un homme généreux. C'est-à-dire que certes, on prend le temps ici, mais que vous savez donner. Il y a quelque chose chez vous, une vraie générosité qui vient de loin, que vous avez su garder
tout au long de cette... C'est l'enfance, on en revient à ça, on en a discuté tout à l'heure, c'est votre éducation, comment vous avez été éduqué, et puis quand vous avez eu la chance d'être heureux dans votre enfance, la moindre des choses, c'est de Vous le redonner. donnez l'image d'un homme solide, vous n'avez jamais aucun doute, vous avez jamais vacillé dans votre vie, jamais des épreuves qui vous ont mis à... Non, c'est rare une vie sans épreuve. Moi, je suis croyant, pas forcément dans les religions ou être pratiquant, parce que je trouve que les religions divisent et sont génératrices de guerre. Moi, je suis plus dans une spiritualité douce et depuis toujours, quoi. Depuis toujours, quand j'ai perdu mes parents, pour moi, je les ai pas perdus. Je communique encore avec eux, donc pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, à partir de là, déjà, la mort des autres, vous n'en êtes pas. Je suis pas indifférent. C'est juste que quand c'est une mort libératrice, ça arrive aussi quand vos parents sont gravement malades. C'est libérateur pour eux aussi. Et à partir du moment, je pense, où on croit en quelque chose, c'est plus facile. La vie est plus simple, c'est plus facile d'imaginer que il n'y a pas que ce studio, il n'y a pas que nous, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui englobe tout et qui... Vous croyez à une forme de transcendance, quelque chose qui nous dépasse, mais vous ne sauriez pas définir quoi? Ou vous mettez des mots là-dessus. Tout à l'heure, je me disais, en vous écoutant, que vous aviez une forme de protestantisme. Cette relation à Dieu qui est directe, oui, c'est vrai. Sans passer par l'institution de l'Église, parce que vous avez fait votre première communion, tout à vous fait, avez été enfant de cœur. C'est des codes que vous connaissez, mais aujourd'hui, vous diriez quoi de votre rapport à Dieu aujourd'hui? Je dirais qu'en fait, si vous voulez, je pense que les religions, pour moi, religion, c'est une façon de parler à Dieu. C'est-à-dire qu'on vous enseigne, quand j'ai appris le christianisme, et c'est ma façon de lui parler. Ça ne veut pas dire que les autres façons ne sont pas bonnes. On peut avoir exactement la même démarche par Allah ou par Bouddha, exactement la même démarche, mais ce n'est pas nécessaire. Ça aide. Et c'est une racine, c'est une formation, on vous a appris à le faire, et tant mieux, merci. Mais ce ne sont pas les seules voies. Je pense qu'on peut avoir cette relation avec l'univers, finalement, avec tout, de façon beaucoup plus simple. On n'est pas obligé de passer par Mais ça vous arrive de prier? Quand vous priez, vous parliez de cette conviction que vos parents sont encore là quelque part, vous parliez de vos racines. Ça vous arrive dans les moments à la fois de joie, quand on remercie ou quand on ne va pas bien, ça vous arrive de vous adresser à qui? À Dieu? Oui, ou à ses anges, ce qui est encore plus simple. Ou à ses saints. Il y en a beaucoup, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Non, je pense que c'est plus une relation avec des anges, avec des espèces d'énergie qui sont avec vous, des petites parcelles de divinité qui vous suivent. Vous en avez tout le monde. L'expérience de ça? Oui, bien sûr. Et vous connaissez les anges gardiens, vous savez? Oui. Et ça vous arrive de vous dire qu'il y a un ange qui veille particulièrement sur vous? Oui, qui veille sur tout le monde. Simplement, le principe de fonctionnement d'un ange, c'est juste, il faut accepter qu'il soit là, parler, demander, remercier. Faut qu'il y ait une communication. Et à partir du moment où il y a une communication, on a une voix, quoi. On peut suivre une voie et les choses sont faciles et agréables. Et puis, moi, l'expérience, un jour, j'étais dans ma voiture et je rentrais chez moi et il y avait un virage serré, très serré. Et j'entends dans ma tête, il y avait la radio, j'entends dans ma tête, gare-toi. Je mets la radio plus fort, gare-toi. Je dis, bon, je me gare. Et là, 2 voitures arrivent de front. Une qui était en train de dépasser l'autre. Voilà. D'accord. Voilà l'expérience d'un ange gardien. Donc ça, vous êtes convaincu que quelqu'un veille sur vous?
Ah oui, je suis convaincu que tout le monde, qu'il y a un ange qui protège tout le monde. Il y en a un pour vous, hein, vous savez, les anges gardiens, il y en a un pour chacun de nous. Oui, Vous en avez un pour vous tout seul. Ouais, Là, vous n'avez pas besoin de le partager. C'est plutôt sympa, partage ça. pas. Et puis j'ai eu aussi un ami qui était guérisseur, qui était formidable. Je passais et j'allais très souvent chez lui. Et voilà, c'était quelqu'un qui avait une aura. On parle d'aura. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont une aura. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer Johnny Hallyday. C'est des gens qui remplissent une pièce, quoi. Mon ami, c'était ça. Il était en chaise roulante, il rentrait dans la pièce. Voilà, ça y est, tout le monde se retournait alors que c'était un inconnu. Et une telle aura, quelqu'un qui a fait du bien autour de lui de toute sa vie. Et il s'appelait Christian Muller, voilà, pour citer son nom. Ça fait... Vous pensez que cette aura-là est liée à la bonté qui émanait de lui ? Ah oui, complètement. La lumière qui émanait de lui, c'était incroyable, incroyable. Et c'était assez hallucinant. Il avait des yeux, mais... Et puis, moi, il m'a soigné. C'est comme ça qu'on est devenus potes. Il a soigné autour de moi des gens, plein de gens. Il était généreux. Oh là là. C'est quelqu'un qui ne faisait pas payer les consultations et les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Je disais, mais t'arrives à en vivre ? Mais il me dit, un chef d'entreprise va me donner des fenêtres pour ma maison, le paysan du coin va me donner un poulet, et il me dit, tout va bien. Vous en avez rencontré d'autres, des gens qui n'étaient qu'amour, qui vous ont marqué. On les reconnaît tout de suite, ces gens-là. Sœur Emmanuelle, ouais. J'ai rencontré Sœur Emmanuelle. Vous avez eu la chance de la rencontrer ? Ouais. Comme ça, parce que mon beau-père, à l'époque, avait réalisé un documentaire sur elle, et quand on a fait une projection, elle était là, j'ai discuté un petit peu avec elle, et quelques mots, mais on sentait que c'était quelqu'un de généreux. C'est une petite bonne femme toute. Voilà, je pense que l'abbé Pierre, pareil, ça devait être pareil. C'est des gens... D'où il émane une énergie incroyable. Ouais, et c'est marrant parce que ce sont des gens qui sont finalement un petit peu décalés par rapport... au système de la chrétienté. Ils sont un petit peu à chaque fois... Puis après, on dit, ah non, c'est un saint, ramenez-le. Ils sont en marge, ils font leur petit bonhomme de chemin, ouais. Mais ils ont quand même ce lien avec Dieu. Ah oui. Ils savent pourquoi ils agissent. Oui, comme le Padre Pio, ou des gens comme ça qui étaient... c'est des gens... Il aimait beaucoup les anges gardiens, le Padre Pio. Oui. Vous êtes un vrai gentil. Je sais pas, je pense. C'est ce que me dit ma femme aussi. Elle me dit, mais toi, de toute façon, pour toi, tout va toujours tout bien. Tout va toujours bien. Non, parce que vous n'êtes pas naïf quand même. Non, il y a des choses qui vont pas bien, mais on fait en sorte de prendre un petit peu de recul en disant, ah oui d'accord, mais tu vois, ça pourrait être pire, ou il pourrait y avoir ceci, cela, et il y a toujours du positif. Même dans les choses tragiques et dramatiques, quoi. Merci pour cette philosophie de vie. C'est déjà fini ? Ouais, c'est déjà fini. Vous pouvez rester, je crois que vous avez fait ami avec l'équipe, on peut rester encore... Ah, il y avait des caméras, pardon. En tout cas, on rappelle les dates quand même de vos spectacles, puisque votre Sans Rancune, donc on a dit à partir du 15 mars 2021 à Lyon. On peut déjà prendre ses places. Pour 56 représentations au Théâtre Tête d'Or, avec Julien Cafaro, Marie Parouti et puis toute l'équipe. Vous dites ça très très bien. Votre spectacle, Imitation, il était une voix. Alors là, c'est pareil. Là, je ne peux pas trop donner de date parce qu'il y avait dans le One Man Show, il y a des dates qui sont à chaque fois décalées. Qui sont décalées. Ce que je dis depuis le début, tout se décale tellement. On a absolument tout décalé. Ce qui fait que finalement, l'année 2020, on le fera en 2021. Donc rendez-vous en 2021. En 2021. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est moi. Voilà, je veux dire, c'est d'être venu avec toute cette générosité qui vous caractérise. Voilà. C'était un bonheur de vous écouter. Merci également à vous de nous avoir suivis. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver pour la semaine prochaine. Et n'oubliez pas évidemment que vous pouvez retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Bonne soirée à tous.